Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Les vraies voix du foot en compagnie, on va dire, de mes deux acolytes pour cette seconde émission. Guy Carlier, salut Guy. Bonjour à tous. Toujours en pleine forme? Bah évidemment. Ça t'a boosté ces deux matchs des Bleus? Quand on parle de oui, on va en passer, je te dirais. Il y a d'autres choses qui m'ont boosté. Donc, la présence de vous deux ici et réciproquement. Et cette émission me booste énormément. Et le second, c'est Emmanuel Galasso. Salut Emmanuel, journaliste Sud Radio. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau mardi foot. Requinqué par la performance des Bleus ou il y a beaucoup de choses à dire? En fait, on va essayer d'attaquer doucement parce qu'on est un peu tendu. On a été tendu par ces matchs, un peu détendu hier soir, mais on va rentrer dans le détail, donc pas totalement reboosté, non Philippe. Alors au menu spécial, équipe de France, et évidemment Maxime, qui est là. On va pas redorer le blason des footballeurs en comptant aussi mal, quoi. Parce qu'on est 4 au final. Oui, c'est vrai. Ça fait un très bon milieu de terrain pour faire un 4-4-2. Exactement. Alors là, on va dire que toi, t'es le récupérateur. Hein, ouais, t'es vraiment la pointe 6, basse. Il y a 3 10 comme à l'Euro 84. C'est ça. Il y a 3 numéro 10. Maxime, c'est notre N'Golo Kanté, on peut le dire. Exactement. Oui. Ou alors Luis Fernandez. Hein. Sans le pourquoi cardio, pas. Allez, une spéciale équipe de France ce soir dans les vraies voix du foot. On va commencer par faire un bilan des deux matchs contre l'Italie et la Belgique. Une victoire, à mon avis, pas très probante. Ensuite, on va se poser la question, y a-t-il un problème Didier Deschamps? Parce que Didier Deschamps, qui est intouchable, un des 3 hommes qui a gagné 2 Coupes du Monde, une comme joueur, une comme entraîneur, est-ce qu'il peut être remis en cause? Est-ce qu'on peut se poser des questions sur sa gestion du groupe, sur sa gestion tactique, bref, sur sa gestion des Bleus? Et on terminera pour la dernière demi-heure avec Ludovic de Montpellier qui appartient au baroudeur du sport. Il était hier à Lyon, il a fait l'Euro en Allemagne, il suit l'équipe de France partout et on va parler de cette équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde 2022? Où est-ce qu'en est l'équipe de France? Est-ce que pour vous, on peut encore finir en tête de notre groupe dans cette Ligue des Nations? Moi, je crois qu'il y a de l'espoir, pas parce qu'on est bon, mais parce que les autres sont mauvais. Allez, on commence tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, les amis, on sort de 2 matchs. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que tu en retiens, Guy? Eh bien, tout d'abord, l'impression qu'on ressent après France-Belgique, elle est totalement différente de celle qu'on ressentait. Il a raison. On était vraiment tendu après France-Italie. On était en colère. On était presque humiliés. Enfin, je veux dire, on n'avait pas existé. On viendra après sur le niveau de jeu de ce soir-là, qui est assez conforme à ce qu'on voit depuis pas mal de temps et pourquoi on le voit. Et puis arrive ce match contre la Belgique avec une équipe. Moi, quand j'ai vu la composition, j'ai failli demander une tente à oxygène, quoi. Guendouzi. T'as un défibrillateur à la maison? Ouais, non, mais c'était donc. Puis finalement, tu te dis, bah pourquoi pas, au point où on en est, donc Guendouzi, Digne, etc. Et puis on se retrouve avec des types qui ont au moins envie de jouer. C'est vrai. Donc déjà, ça nous change. Et on voit une équipe, on sent bien qu'elle dominera pas le monde, mais en tout cas, elle fait jeu égal. Et paradoxalement, la Belgique joue comme la France a joué contre l'Italie. C'est-à-dire qu'on a en face une équipe amorphe, avec une fin de... On comprend qu'il y a c'est la fin d'une génération. La génération Courtois, De Bruyne, etc. etc. Bah, Courtois, il y est déjà plus. Il est déjà plus, oui. Mais voilà, le symbole, c'est ça. La troisième de la Coupe du Monde 2018, voilà. Et voilà. Et là, il y a rien, il y a pas grand-chose en face. Donc du coup, on assiste à un match où on est devant, où on gagne, et ça atténue un peu les douleurs de France-Italie. Donc cette impression-là, elle est quand même ce qu'on a gagné hier en voyant France-Belgique, c'est quand même relatif, quoi. C'était une petite équipe et c'est une petite victoire malgré tout. Mais il y a des éléments positifs, on en parlera. Mais contre les Belges, c'est toujours une victoire qui donne la frite. Oui, qui leur donne le seum. Bonsoir messieurs. Qui leur donne le seum, ouais. Maxime. Pas Maxime. Merci Maxime pour le son Emmanuel. Je suis toujours là. Alors, j'étais assez en colère suite au match face à l'Italie. Et pourtant, c'est d'origine italienne. Oui, mais voilà, je suis très cocorico quand il s'agit des matchs de l'équipe de France. Je vais faire très rapide sur le positif parce que je pense qu'on peut faire ça en quelques secondes. J'ai aimé le sursaut d'orgueil qu'il y a eu face aux Belges. Il y a eu quand même un sursaut d'orgueil qui montre du caractère, donc ça c'est une belle chose. L'arrivée dans le groupe de Olysée et Manu Koné,
même si j'ai des réserves sur Manu Koné que j'ai vu commencer avec Toulouse en Ligue 2. Ouais, grosse performance hier soir quand même. Oui, mais je pense que c'est justement ça en dit long sur les gens qu'il y a autour de lui et sur le niveau d'exigence qu'on a aujourd'hui envers les joueurs de l'équipe de France. Et je pense que c'est un match qui résume bien Manu Koné, c'est que le premier quart d'heure montre quand même des limites, je pense, pour le haut niveau. Ça, le temps nous le dira, mais je trouve que c'est un point positif parce qu'on a un joueur qui s'inscrit dans le long terme, mais je trouve que c'est un point négatif parce que ça montre le peu d'exigence qu'on a pour les joueurs qui arrivent. Et globalement, cette victoire, en fait, je la trouve, face à la Belgique, je la trouve presque inquiétante sur du long terme parce que la réponse de Didier Deschamps au non-match face à l'Italie, c'est une réponse à la Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il se dit, on s'est fait bouffer, on a fait 20 premières minutes face à l'Italie, on a réussi à les prendre haut, à faire un bon pressing, ensuite on s'est fait manger, on s'est pris des vagues, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais verrouiller derrière, donc c'est-à-dire les 4 de derrière en mettant des latéraux beaucoup plus défensifs, en mettant un milieu à 3, passer d'un milieu à 2 à un milieu à 3, et en mettant des Guendouzi, des Manu Koné qui sont des joueurs box-to-box qui couvrent du terrain mais c'est pas des génies. En fait, on est revenu aux fondamentaux et là il nous a fait sa spéciale Deschamps en sortie de compétition, c'est vous êtes déçus de la compétition qu'il vient d'avoir, je vais vous faire un premier match avec un peu d'ambition, vous voyez que ça marche pas, bon on revient aux fondamentaux. Alors vous avez votre réponse. Je vais vous donner mon avis, le match contre l'Italie, alors on mène à 1-0, il y avait un tweet très drôle, c'était un tweet pastiche, le sélectionneur italien qui dit l'équipe de France a bien joué pendant 14 secondes. Comme on avait marqué à la 13e, le temps de voir le ballon rentrer, c'est vrai que ça faisait 14 secondes. 20 minutes. On a été bon sur les 20 premières minutes quand même. Mais ce que j'ai trouvé d'hallucinant contre l'Italie, c'est déjà le non-engagement des joueurs. Ça, c'était quand même, on avait l'impression qu'ils jouaient un match, mais qu'ils en avaient que faire. Et deuxièmement, quand on voit le premier but italien, on dit il est magnifique, mais t'as l'impression de voir du beach soccer. C'est-à-dire, je passe, je repasse, je fais une passe lobée, reprise de volée, tu rentres dans la défense comme dans du beurre qui était dans la poêle, et on prend 3 buts où la défense est totalement absente. En fait, c'est quand même un vrai problème. Le parallèle est super, je trouve, entre ces deux matchs parce que on est passé de l'équipe qui est du côté, en face à l'Italie, de l'équipe qui fait 20 premières minutes et qui derrière subit, à l'équipe italienne. C'est-à-dire que les Belges sont devenus les Français sont devenus les Italiens. 10 minutes ou 15 quarts d'heure. Et en fait, c'est pour ça que je parle de psychologie de Deschamps, c'est que du coup, il s'est dit, on va jouer, on va faire déjouer notre adversaire plus que de vouloir trouver une philosophie de jeu sur du long terme. Et je te prends la phase 2, et là je suis d'accord avec Guy, la Belgique, on gagne 2-0, mais avec une équipe offensivement au point, on doit en mettre 6. Parce que la Belgique est d'une faiblesse, mais incroyable. Surprenante. Ouais. Bon alors, les Belges, nos amis belges, j'adore les Belges, mais c'est peuplé comme l'Île-de-France. Ils ont eu 3 grandes générations, on va dire, la génération 70-72 avec Pio, Van Moor, etc. La génération Schifo, Van der El, Seulemans dans les années 80, qui fait comme finaliste de l'Euro 80, qui est une belle performance, et 4e de la Coupe du Monde 86, et maintenant la génération 2018 qui finit 3e. Mais la Belgique, moi, ce qui m'a donné le moral, je vais être méchant en voyant le match d'hier, c'est de se dire que l'Italie, contre qui on a été nullissime, qui a du mal à battre Israël sur terrain neutre, parce que ça se joue à Budapest et même pas à Tel Aviv ou à Jérusalem, je me dis, en voyant la nullité de la Belgique, qu'on pourrait aller chercher 3 points chez eux, alors que vendredi soir, je me disais, est-ce qu'on va pas jouer le maintien en Liga, enfin en groupe A, comme contre Israël? Je me dis que finalement, on peut peut-être finir dans les 4 premiers, non, avec la grosse chatte à Dédé, Guy. Oui, d'accord. Bon, enfin, de toute façon, en plus, le classement, je suis pas sûr que les gens s'y intéressent, comme je suis pas sûr qu'ils s'intéressent à cette compétition sur le plan général. Donc, en fait, il s'agit juste du sentiment que l'équipe de France est un peu à la ramasse. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, mais on se polarise sur le jeu de l'équipe de France presque match par match et on n'inclut pas ça dans la compétition. Les gens savent même pas si c'est France-Israël le prochain match, tu vois, ils s'en foutent. Qu'on soit en 2e division ou en première, l'Allemagne est en 2e division, enfin, ça n'a pas de... Non, l'Allemagne est en première maintenant. Hein. Oui, mais elle était. Donc ça n'a pas grand sens. Et elle joue les Pays-Bas ce soir d'ailleurs. Donc on sait bien qu'il y a un côté, il faudrait en parler aussi, compétition carton. Mais là, pour en revenir à ça, Emmanuel a raison, quand tu vois ce milieu de terrain et que tu te dis que tu en es là, c'est-à-dire à avoir un milieu avec des Guendouzi, Koné, etc., alors que c'était quand même notre force. Je reviens sur Pogba, je ne veux pas être passiste, mais enfin, ça c'est... Pogba, c'est... Oui, mais ce sont des joueurs de niveau international, même quand Griezmann reculait, etc. On était sur du niveau international. Là, je te dis, ça sent bu à Laval, quoi, Guendouzi. Il joue non, mais c'est vrai, il joue à la Lazio, mais ça sent un peu le tournoi de Six-Tapac, avec les... Ben oui, qui a son charme aussi. On a génial. Autre chose pour l'équipe de France. Petite parenthèse. Mais imaginez ça, vous avez connu ça,
tournois de Six. les Ah oui, bien poubelles, sûr. les poubelles avec les pains de glace et les bouteilles de Fanta dedans. Voilà, c'est tout. C'est une petite image pour vous faire avaler Guendouzi, Koné, Kanté. Et Kanté, il est gentil. Tout le monde aime Kanté, c'est un gentil, etc. Mais il est au bout du rouleau. Il faut être clair. Donc, Mais si vous voulez, quand tu là, joues dans le championnat saoudien, c'est plus comme l'époque où tu jouais à Chelsea. Hein. donc Emmanuel a raison. Il y a un problème de relève au milieu du terrain, presque un problème de génération et une inquiétude à avoir. Je pense que c'est le gros chantier, ça. Beaucoup de blessés en équipe de France pour ce rassemblement aussi. Normalement, hein, le milieu, t'as Tchouaméni, t'as Kamavinga, t'as du monde. Rabiot qui n'a toujours pas trouvé de club, mais normalement il y a du monde. C'est juste que normalement il y a du monde. Je suis d'accord par rapport à ce qu'on disait. Moi, je pense vraiment pas, Philippe. Tu parlais du manque d'intensité du match contre l'Italie. Moi, je pense qu'il y a un problème physique. Il y a un vrai problème physique des joueurs qui ont enchaîné directement après l'Euro une prépa express avec leur club ou après les Jeux Olympiques une prépa express. Et je pense qu'on a des joueurs qui sont pas prêts physiquement. Historiquement, le match de reprise est toujours compliqué en sélection. Et là, d'autant plus physiquement. Moi, je pense vraiment pas que ce soit un manque de volonté ou un manque d'envie ou se dire c'est seulement la Ligue des Nations. Tu crois pas qu'il y a des attitudes contre l'Italie, mais t'es au bout du rouleau. T'y es pas physiquement, t'es épuisé par la. Mais il y a quand même quelque chose dans l'attitude, dans la posture qui fait que t'en veux, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais généralement, quand il y a ce problème collectif, qu'est-ce qui se passe? Il y a un leader qui arrive et qui remobilise tout le monde et qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais par contre, hier, il y avait cette motivation, et c'est chez les Belges, comme on vient de le dire 10 fois, qu'il n'y avait pas ce truc-là où ils étaient, eux, sans motivation. Et peut-être l'envie pour ceux qui ont joué d'hier de se faire une place en se disant les titulaires sont pas au niveau. Et ça prouve une chose que je pense tout connaisseur de football pense, c'est qu'il vaut mieux un joueur un peu moins bon qui se met chiffon qu'un génie qui court pas. Ça, c'est quand même une certitude. Allez, on continue. Dans quelques instants, on va se poser cette question. Est-ce qu'il y a un problème avec Didier Deschamps? On en parle tout de suite avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime. Sud Radio. Et retour des vrais voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, journaliste Sud Radio. Guy Carlier qu'on ne présente plus, Maxime à la réalisation et dont on a toujours du plaisir qu'il mette son grain de sel. Y a-t-il un problème? Didier Deschamps, oui, Deschamps, l'homme intouchable, l'homme culte, un des 3 hommes qui ait gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur, comme les immenses Mario Zagallo et Franz Beckenbauer. Alors, est-ce que, après ces 2 matchs, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un problème avec le sélectionneur Guy? Je suis un petit peu embêté parce que ça fait déjà plusieurs mois, je dirais plusieurs mois que je trouve qu'il y a un problème avec Deschamps. D'ailleurs, non, plusieurs années. Pourquoi? Parce que on gagne la Coupe du Monde en 2018 et tu entends les commentaires dans la presse étrangère. Il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas un engouement pour cette équipe. Les gens n'aiment pas l'équipe de France, etc. Mais de toute façon, on sait bien qu'au foot, on devient chauvin, etc. C'est pas très noble, mais ça fait partie du jeu. Donc on dit allez la France. On est content, on leur a mis dans le cul. Non, mais tu comprends, j'exagère, mais c'est ça. Ça fait partie du truc. Mais à un moment, à la longue, on s'ennuie. On s'ennuie, et puis Deschamps est intouchable. Et Deschamps, le gentil Deschamps, on découvre au hasard de ses relations avec la presse, dès que ça devient tendu, dès qu'il commence à être remis en cause, il devient très méchant, il devient très cynique, il devient très dur. Et il se remet pas en cause, surtout. Il remet pas en cause. Il y a eu des critiques. Je suis pas suffisamment technicien pour vous parler des entraînements de l'équipe de France, de la façon dont ils s'entraînent. Mais des professionnels de ça m'ont dit que des oppositions, des tours de terrain, des oppositions, c'est un entraînement de district, pas d'équipe de France. Ils ont pourtant des hommes, des techniciens qui sont chargés d'étudier le jeu adverse. Mais on s'est trouvé face à des équipes qui étaient au top par rapport à notre jeu, qui ont mis en place des systèmes qui nous ont foutus en l'air. C'était assez simple, il suffisait à une époque de neutraliser Mbappé. Et voilà. Et puis pour le reste, on avait un bus derrière. Donc, il y a quelque temps, c'était politiquement incorrect de remettre Deschamps en cause. Je vais essayer d'aller vite. Et puis maintenant, vous allez voir, ça va être qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait des matchs contre la Belgique, etc., ça ne va rien changer. Ça va être la Ligue contre Deschamps. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini. Vous savez, il y a un truc entre le public et les gens, les stars comme ça, et les entraîneurs en particulier. Tout à coup, il n'y a plus d'amour. Oui. Il n'y a plus d'amour. Et on sent qu'il n'y a plus d'amour entre le public et Deschamps. Et les gens veulent pas qu'il n'y ait pas d'amour entre eux et l'équipe de France. Donc, comme toujours, c'est l'entraîneur qui prend dans ces cas-là, avant les joueurs. Et c'est
Et je sens qu'il n'y a plus cet amour-là pour Deschamps. Après, je vous dirais objectivement si je trouve qu'il y a des raisons. On a plein de choses à dire. Emmanuel. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai été indulgent. Je faisais partie de ceux, alors je dirais pas politiquement correct parce que je me serais pas gêné d'être embêté par Didier Deschamps, mais vraiment, j'ai très mal vécu 2006. Pour ma génération, la défaite de 2006 a été dure et la victoire de 2018 pardonnait un petit peu tout. Maintenant, on a du recul sur 2018. Évidemment qu'on s'est pas régalé pendant la Coupe du Monde, sauf le France-Argentine qui était quand même un match d'anthologie. Philippe, super exemple. Je te remercie de le donner. France-Argentine, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui allume la mèche ? C'est Mbappé. Et en fait, ça résume tout le plan Deschamps. Le plan Deschamps, et ça revient à ce qu'on disait, ce qu'il a mis en place contre la Belgique, c'est mettre des bases solides. Deschamps, c'est qui ? C'est l'enfant de Marcelo Lippi et Aimé Jacquet. Il a été façonné comme ça entre la formation italienne qu'il a eue à la Juve. C'est pas mal, 2 entraîneurs champions du monde. C'est plutôt pas mal. Mais c'est un football d'il y a 30 ans avec des joueurs d'il y a 30 ans et des schémas tactiques opposés d'il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que c'est aussi au bout d'un moment assez limité. Et pour une nouvelle génération de joueurs qui a besoin d'autre chose pour vibrer et pour être challengé, Guy en parlait à l'entraînement, mais aussi dans les consignes d'avant-match, dans les connexions entre eux, il faut aussi s'adapter à l'évolution physique, physiologique, intellectuelle des joueurs et des connexions qu'ils ont entre eux. Et c'est pour ça que moi, je remonte même avant l'Euro, je remonte à l'après-Qatar, qui est l'Euro 2021, on va mettre un bémol, ça s'est fait d'une manière un peu ubuesque, le 8e de finale contre la Suisse. N'en parlons pas. Là, à l'époque, on parlait d'accident de parcours parce que ça arrivait juste après 2018. D'accident industriel. Industriel, mais on mène 3-1 contre la Suisse. On était indulgent. Mais pour moi, c'est vraiment depuis le Qatar où on fait une Coupe du Monde affreuse, vraiment affreuse. On arrive à aller en finale. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'on fait une Coupe du Monde affreuse. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On fait une Coupe du Monde affreuse. Et souviens-toi, le niveau de l'équipe de France, c'est la première heure, la bonne grosse première heure contre l'Argentine, où là on est. Mais je te jure que j'étais vraiment étonné parce que je voyais du niveau de l'équipe de France. Alors moi, je vais revenir sur la France-Argentine. Ouais. Moi, ce jour-là, j'étais au micro de Sud Radio et j'ai dit Deschamps a fait de l'équipe de France la Squadra Azzurra. Parce que si tu regardes bien, on n'a pas énormément d'occasions, mais on a un taux de concrétisation qui doit être à 80%, voire 100%. On a Mbappé. 90%. Mais on a Mbappé grandiose, Philippe, ce jour-là. Je suis d'accord avec toi, mais l'Italie, quand elle perd contre la France en finale de l'Euro 2000, qu'est-ce qu'elle dit, la presse ? Eh ben, elle dit qu'ils vont pas soutenir un résultat. Voilà. Ben nous c'est pareil. Quand on gagne en 2018, on fait comme la presse italienne et comme les Italiens, on est les premiers derrière Deschamps et derrière l'équipe de France. Quand ça ne fonctionne pas, comme en 2022, Deschamps demande à être jugé que sur les résultats. Quand on lui parle de foot, de fond de jeu, non mais c'est ça, quand on lui parle de tactique, de fond de jeu, tout ça, il dit moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. Donc on le juge sur les résultats. Sujet de philosophie, les amis. Est-ce que vous pouvez préférer perdre magnifiquement comme les Bleus à Séville et consommer 10 paquets de Kleenex pour sécher vos larmes, ou vous dire écoutez, on gagne de manière ric-rac, mais au moins on a la coupe à la fin. Alors l'idéal c'est d'avoir les deux, bien entendu. Mais il est sûr que dans l'esprit, imaginons que ce soit la même génération, dans l'esprit du public, Séville 82 ou l'Euro 84 sont des références en termes de jeu. C'est clair. Même qu'on ait perdu, qu'il n'y ait pas une Arconada en finale et qu'on perde contre l'Espagne cet Euro, c'était une équipe qui rayonnait. L'Euro 2000 qu'on gagne contre l'Italie, l'équipe dominait. Oui. L'équipe était en pleine possession. C'était un bonheur de les voir jouer. Contre l'Italie, contre le Portugal en demi, contre l'Espagne, on dominait le monde du foot. C'était un pied à voir jouer. Là, vraiment, on s'embête et je vais être poli, vous connaissez l'expression, vous la connaissez tous ici, qu'emploient les Italiens à notre sujet, on a enfanté un monstre. C'est-à-dire que le calcio italien, Sacchi qui a dit ça. En parlant de l'équipe de France, dit que le calcio a enfanté ça, puisque ça a commencé quand les joueurs français... Celui des années 90. Voilà, exactement. Mais là, on parle de nous, supporters de l'équipe de France. Mais il y a aussi les joueurs, et je pense que les joueurs, tout compétiteur dans n'importe quel sport et particulièrement au foot veut gagner. Donc c'est-à-dire que si Mbappé qui les fait gagner, pardonne tout à Mbappé. Si le plan de jeu les emballe pas mais que ça va au bout, il pardonne tout à Deschamps. Là on voit qu'il y a une rupture, notamment avec Antoine Griezmann, avec l'histoire du capitanat, parce que pour moi 2022 c'est fondateur, parce que suite à ça on perd. Mbappé se dit, c'est évidemment moi le boss de l'équipe de France. Bon, vous avez été gentil, Lloris, Varane, tout ça. Maintenant, vous passez le tour, c'est à moi. Griezmann, qui a été le pilier de Deschamps depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est ça. Se voyait évidemment avec le brassard. Et là, le groupe, majoritairement, en tout cas, c'est les infos qu'on avait, bien sûr, voté pour Griezmann. Voulait que ce soit Griezmann le capitaine. Et Deschamps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, moi, je veux 7 guerriers.
2 gars sur les côtés qui percutent et qui font un premier taf pour défendre, et un gars qui est devant à qui je pardonne tout, qui me fait gagner. Je peux pas en avoir 2. C'est Griezmann ou c'est Mbappé. Et qui se replie pas. Et il a choisi Mbappé. Griezmann a pris ça comme une trahison. Et regardons les stats depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Griezmann est à la ramasse totale. Et je pense que le discours de Deschamps ne passe plus auprès des cadres. Et là, il rappelle Kanté. C'est comme la Benzema 2021. Il est en galère sur un équilibre collectif. Donc, il rappelle Benzema aussi pour faire plaisir aux médias et aux supporters. Kanté, c'est le chouchou absolu. Personne ne peut être déçu d'avoir Kanté. Il fait une stratégie à la Deschamps. Et une dernière chose, quelque chose qui m'avait marqué quand Pogba, à la mi-temps, parle à Deschamps et lui dit mais coach, là faut qu'on fasse du pressing. Enfin, on n'arrive pas à presser. À la mi-temps de quel match? Je crois que c'était le match contre la Suisse en 8e de finale. Oui, d'accord. Voilà. Ou c'est pas dans le match, pardon. C'est pas dans le match. Il regarde Deschamps, il lui fait faut qu'on presse, on n'arrive pas à presser. Et Deschamps engueule, prend à part après Pogba, l'engueule et lui dit non mais quand même vous savez presser. Sinon on fait quoi? On va le bosser à l'entraînement. De l'air de dire mais t'as besoin qu'on t'apprenne à presser. Évidemment que ça s'apprend collectivement à presser. C'est-à-dire que Deschamps, il part du principe qu'avec une base défensive et des cracks devant, il y a pas besoin de plus quoi. Mais maintenant que on peut plus compter, parce qu'on l'a vu à l'Euro, on l'a vu ces 2 derniers matchs, sur Mbappé pour nous gagner les matchs, est-ce qu'on n'a pas quand même une faiblesse de joueurs créatifs et que ça manque pas grandement pour faire une bonne équipe? Non, mais Mbappé n'était pas un joueur créatif. Non, c'est sûr, il était un joueur déterminant. Il était le joueur... Le finisseur par excellence. Et puis voilà, il avait des fulgurances qui nous faisaient gagner les matchs, comme il a fait aussi au PSG. Ça, c'est... indiscutable. Voilà, c'était un joueur extraordinaire qui faisait basculer le match à lui tout seul. Et depuis Pogba, c'est lui faire beaucoup d'honneur peut-être, mais en tout cas, on manque évidemment de création au milieu du terrain. C'est une évidence. On a des Deschamps. Vous vous souvenez Deschamps quand il était joueur? Voilà. On a des Deschamps, des mecs à son image. Kanté, Guendouzi, tout ça, c'est des Deschamps. Il adore ce profil-là. Ça le saoule un peu, les créateurs, ça le saoule un peu. De toute façon, le beau jeu, il l'a dit. Si ça vous emmerde, éteignez la télé, changez de chaîne. Non, on aime le foot, excuse-nous. Et puis fais-nous des souvenirs, fais des souvenirs aux enfants. Les enfants sur le coup, évidemment, ils sont heureux. Putain, on a gagné la Coupe du Monde, ou on est en finale, ou je ne sais pas. Il y a des émotions, on est d'accord. C'est vrai. Il y a eu des émotions sur les 20 dernières minutes de la finale contre l'Argentine, pour revenir à ce match-là. Les gamins, ils sautaient en l'air, mais c'est de l'émotion comme un film de suspense, tu vois ce que je veux dire. C'est pas de l'émotion due à la qualité de l'équipe de France. Ça, c'est sûr. Je vais juste voler au secours de Deschamps. Je vais faire son avocat pendant 30 secondes. Je pense qu'on a un vivier et une formation en France qui ne crée pas des joueurs inventifs, créateurs, fins techniquement. Et le seul qu'on a, c'est Antoine Griezmann, qui a été formé à la Real Sociedad, donc qui est de l'école espagnole. Ça, c'est une vraie question. Le seul joueur qu'il a modifié, quand il était en manque de créativité au milieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre Griezmann parce que c'est le seul joueur qui correspond à cette caractéristique. Donc, je pense qu'il y a la philosophie, il y a le logiciel Didier Deschamps qui aime ça. Mais aujourd'hui, si on était sélectionneur, si on devait sélectionner 23 joueurs, est-ce qu'il y aurait énormément de différence entre la sélection Didier Deschamps et la nôtre à 1 ou 2 noms près? Je suis pas sûr. C'est ma question de base sur le vivier de joueurs. On est en manque, je pense qu'on est en manque de créativité et de variété. Il y a un problème de formation, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh bien écoutez, le débat va continuer et il va nous rejoindre Ludovic de Montpellier qui appartient aux baroudeurs du sport parce qu'il baroude un peu partout avec l'équipe de France. Il était hier soir à Lyon, je crois qu'il était à Paris contre l'Italie. Il a fait la tournée. Il a fait l'Euro en Allemagne également. Il a dû manger de la Weisswurst, de la Currywurst parce que là-bas il y a un assortiment de saucisses absolument fabuleux et il va en parler avec nous. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Sud Radio. Parlons. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso qui sont au taquet ce soir. Une motivation d'enfer. Oui, de toute façon, dès qu'on parle de foot, on est motivé. Sinon... On continue un peu sur Deschamps, les gars? Si vous voulez, oui. Alors, attends. Vous voulez parler du vestiaire? Tiens, justement, on va en parler du vestiaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? Alors, c'est l'équipe qui en a parlé, mais toute la presse en a parlé. Suite au match contre l'Italie, à la triste défaite contre l'Italie, de Mike Maignan qui pousse un coup de gueule dans le vestiaire. Alors, je rappelle que Mike Maignan n'est pas sélectionneur, ça n'a échappé à personne, et qu'il n'est pas non plus capitaine, et il s'en prend aux starlets du groupe.
Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Parce que starlet du groupe, moi je pense qu'il vise quelqu'un en particulier. Vous avez compris, tous compris, Kylian Mbappé. Voilà. Je trouve que ça revient un peu à ce qu'on dit. C'est assez révélateur d'un groupe qui manque de leader. Il y a eu, je pense que vraiment la lutte, même si j'aime pas le terme, pour le capitanat, a laissé des traces et que Mbappé... Et tu me permets, Griezmann a perdu 2 choses. Le brassard et le tir des pénaltys parce que c'est lui qui les tirait à l'époque. Mais tout ça, en fait, ça paraît rien. On se dit c'est Griezmann, il a une bonne mentalité, il s'en remettra, tout ça. Mais je pense que ça reste un compétiteur, que la place dans un groupe, dans un vestiaire est très importante, la hiérarchie est très importante. On est défini par le capitanat, on est défini par ce qu'on fait sur le terrain, par le club dans lequel on joue, le palmarès qu'on a. Il y a plein de choses qui font un équilibre de vestiaire. Et aujourd'hui, un Mike Maignan, alors qu'il devait être aussi piqué parce qu'il perd contre l'Italie, le championnat dans lequel il joue, adversaire qu'il connaît. Je pense qu'il sait qu'il va se faire chambrer en retournant à l'entraînement avec le Milan. Ça, exactement. Mais c'est révélateur en tout cas d'un groupe qui manque de leader, ou en tout cas d'un Mbappé qui est capitaine et qui peut-être serait légitime si, d'un point de vue statistique et d'un point de vue de résultats purs et de victoires qu'il apporte à l'équipe de France, il serait beaucoup plus légitime s'il avait ces statistiques qu'il n'a pas. Donc, alors que Griezmann, c'est sur son engagement collectif et son investissement qui peut parfois compenser sur un manque statistique. Et t'as tout à fait raison. Mbappé est en train de perdre sa légitimité puisque c'est lui qui faisait gagner l'équipe. Donc, il pouvait justifier d'une pression et d'une hiérarchie. Et il a plus ce titre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse sur Mbappé, je trouve que ce qu'il vit en ce moment, c'est shakespearien. C'est-à-dire que cet homme-là, on voit bien que depuis à peu près, comme l'équipe de France, au même moment d'ailleurs, ça coïncidait, puisque Mbappé n'était plus en forme, l'équipe de France ne bénéficiait plus de ses fulgurances, et le PSG non plus d'ailleurs. Je pense que quand il a été mis à l'écart, etc., on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, Mbappé, il est en manque de confiance et quelque chose de terrible me dit qu'il reviendra jamais. Ah oui, là, au niveau où il était avant. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire que il est jeune, il va avoir 26 ans. Souvenez-vous, Wenger et d'autres gens disaient, il faut qu'il passe, c'était Platini qui disait ça, il faut qu'il passe à autre chose que la vitesse pure. C'est Platini qui disait ça il y a quelques années. En 2019, il disait ça. Et donc, voilà. Il avait 20 ans. Et bien sûr, c'était bien vu. Et là, maintenant, il va perdre ce centième de seconde, ce qui faisait la différence, ce qui en faisait un génie. Il le perd et donc il ne passe plus. Et il a ce doute qui s'installe en lui. On le voit au Real, c'est pas les deux buts qu'il a marqué l'autre jour, un but de renard des surfaces, comme on dit, et un penalty. Et donc voilà. Je crois que c'est Valverde, la talonnade géniale. Si vous voulez, il est en plein doute, et c'est terrible, c'est merveilleux à suivre, pathétique, mais c'est beau, comme je vous dis, du Shakespeare à voir. C'est-à-dire que cet homme-là, on sent qu'il est en plein doute, on peut tout lui pardonner, il nous a donné tellement de bonheur, putain. Donc on peut lui pardonner d'avoir là maintenant des exigences, d'être méprisant, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, et à mon avis, il remontera pas, il retrouvera pas un niveau de Ballon d'Or. Alors moi, je suis pas aussi catégorique. Tu vas loin, je suis pas aussi catégorique que Guy. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est marrant d'ailleurs, la comparaison se fait presque naturellement parce qu'il est fan de Cristiano Ronaldo depuis qu'il est tout petit. On sait qu'il est très axé sur les statistiques. Et Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui s'est passé? Il a signé au Real en 2009, donc il avait 24 ans. Il était ailier, donc il arrive de Manchester ailier. Il fait la première saison ailier. Il arrive à 25 ans. Et donc Raoul est encore là sur la première saison. Et là, Ronaldo comprend que soit il se réaxe, c'est-à-dire qu'il réinvente son jeu, il passe en neuf, Cristiano, et parce qu'il se dit bon, ben j'ai 25 ans, j'ai plus les jambes de 18-19 ans feu follet du Sporting Lisbonne ou de Manchester, il faut que je sois plus près du but, et il arrive à ce qu'il se crée un jeu de tête qu'il n'avait pas. Quand même, Cristiano Ronaldo, il se trouve qu'il avait très peu. Il avait une détente extraordinaire. Mais après la finition, il a vraiment peaufiné au Real. Et je pense que Mbappé, il a cette croisée des chemins là. Il joue en neuf. Je l'espère pour lui. Plus, alors je dis pas qu'il aura la carrière de Cristiano, mais en tout cas, il faut qu'il accepte. C'est sa seule issue. C'est la seule issue. Il faut qu'il accepte de jouer en neuf, parce que pour l'instant, que ce soit Didier Deschamps ou Carlo Ancelotti, on a l'impression que c'est plus imposé, que ce soit parce qu'il y a Vinicius au Real ou autre. C'est pareil. Il a Barcola d'un côté, et il a Vinicius de l'autre côté. C'est plus lui qui a voulu passer en neuf aussi. Il a demandé des responsabilités à l'époque du PSG. Ça voulait dire je veux jouer devant. Oui, mais tu te rappelles, au PSG, il a dit je veux un pivot.
C'est le fameux truc du pivot qu'on disait avec Giroud en équipe de France. Et il a dit, et c'est pour ça qu'il a demandé à ce que Kolo-Muani, en pensant que Kolo-Muani serait un 9, c'est pour ça qu'il a demandé Kolo-Muani au PSG, parce qu'il s'est dit, je veux un gars sur qui m'appuyer quand je repique du côté gauche pour aller dans l'axe, mais lui, il s'imaginait pas seul dans l'axe. Et tant qu'il a pas eu ce déclic de se dire, il faut que je joue 9, que je sois finisseur, il passera pas le cap, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, Mbappé en 9, il est pas dans le top 10 des 9 mondiaux. C'est un pur buteur, je parle. Est-ce que c'est un signe qu'il ait été sur le banc hier soir, Guy, et qu'il soit rentré à une dizaine de minutes de la fin? Non, parce que là, Deschamps avait décidé de faire tourner après la catastrophe, et il n'a pas désigné, à mon avis, il désignait pas Mbappé, ou en tout cas, ça l'arrangeait si on l'interprétait comme ça, mais enfin, c'était pas une punition pour Mbappé. Je pense qu'il avait décidé de faire tourner les joueurs en se disant, de toute façon, ça pourra pas être pire au niveau de la motivation, etc. Non, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est sa fidélité à Kolo-Muani et le fait que il arrive à redonner confiance à ce gars-là qui a marqué hier soir le premier but. Oui, c'est touchant parce que il était quand même bien à la rue. On avait un gros problème là à ce niveau-là. Mais question pour est-ce que ce qui s'est passé, c'est la plus grosse crise de vestiaire depuis Naïsna? Parce que quand on apprend, je me rappellerai toujours la une dans l'équipe, quand il y avait eu l'affaire Anelka, après la défaite contre le Mexique, en une avec des propos qu'on ne relatera pas. Et là, est-ce que c'est la plus grosse crise depuis Naïsna? J'ai l'impression que la comparaison avec Naïsna, elle est pas totalement pertinente, si je peux me permettre, Philippe, parce que j'ai l'impression... j'ai pas dit que c'était pareil, je dis que c'est la plus grosse crise de vestiaire depuis. Oui, mais je pense que c'était plus profond Naïsna, parce que déjà, il y avait une crise institutionnelle à la fédération, qui est moins le cas aujourd'hui. En tout cas, Philippe Diallo, on est dans une période de transition qui est pas une totale période de crise. Et surtout, si on reste vraiment dans la partie vestiaire, à l'époque, il y avait aussi un conflit générationnel en équipe de France, avec d'une part les anciens qui se soutenaient bec et ongle, et la nouvelle génération qui avait du mal à se faire sa place, à faire son trou. Là, dans la génération actuelle, on a une ancienne génération qui elle-même est pas super soudée, n'ira pas au front l'un pour l'autre, et on sent qu'il y a au sein même de l'ancienne génération, il y a des différences, il y a des différends. Donc je pense que on n'est pas dans un conflit aussi profond que Naïsna. Le problème de vestiaire, s'il y en a un, il est totalement différent de l'Afrique du Sud, parce évidemment. Que Domenech n'existait pas. Les conflits étaient hors Domenech. Chacun gérait le truc depuis 2006. Oui. C'est quand Zidane avait pris les clés en 2006, etc. Donc là, les joueurs avaient des problèmes entre eux. Il y avait aussi un autre problème de vestiaire que tu as omis. C'est un problème social par rapport à Gourcuff. Enfin voilà. C'est un problème très puant. Qui est un problème qui existe en France à tous les niveaux et qui probablement existe encore actuellement, où il y a eu, on l'a su par rapport à Benzema, une espèce d'antagonisme, Lloris, Griezmann, qui ont participé à la mise à l'écart. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Benzema. Donc, il y a ce problème-là, et il y a le problème de vestiaire Silias, c'est entre les joueurs et Deschamps. Oui. Alors que là-bas, c'était pas, Domenech n'était pas un problème. Il n'existait plus, c'est clair. Il n'existait pas. Mais pour vous, Deschamps, il va rester jusqu'à la Coupe du Monde en Amérique du Nord? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète avec Deschamps, parce que je me suis intéressé justement aux dernières confrontations face aux grandes nations. Je mets pas la Belgique, en tout cas cette Belgique-là, dans les grandes nations. C'est clair. Qui on a battu, qu'on peut mettre dans la catégorie grande nation? La Belgique de l'Euro, qui était une autre Belgique que celle qu'on a là, oui. Et les Pays-Bas en qualif de l'Euro. Oui. Depuis, en fait, on s'est fait taper par l'Espagne, par l'Italie, par l'Allemagne. Et pourquoi on se fait taper, en fait? Soit parce qu'on se fait manger techniquement, notamment au milieu de terrain, soit parce que dans l'intensité, en fait, aujourd'hui, tout repose sur l'intensité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, pour revenir sur Deschamps, quand il fait ses débriefs, en cas de victoire d'ailleurs, ou en cas de défaite, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit après l'Italie et ce qu'il dit après la Belgique. Ce qu'il dit après l'Italie, c'est bon, mais en gros, on a manqué d'intensité physique, on a manqué d'impact, on a manqué de ça. Et après la Belgique, je trouve qu'on a été bien dans l'intensité physique, on a été bien dans l'impact. En fait, tout se base sur le physique. C'est-à-dire que si son équipe est au niveau physiquement, elle gagne. Oui. Si elle n'est pas au niveau physiquement, elle perd. Deschamps, ça repose sur ça. Oui, bien sûr, jamais il fait une analyse. Non, il n'y a aucune analyse. De technique collective, de jeu, de fond de jeu, d'analyse de l'équipe de France par rapport au jeu de l'adversaire. Et je pense que c'est ça aussi, Philippe, c'est ça qui le coupe du public, parce que
nous, on est quand même en France, je pense aussi des romantiques du beau jeu, même si on n'est pas la nation absolue du beau jeu depuis 100 ans. Et pourtant, on est les seuls qu'on ait appelés les Brésiliens de l'Europe il y a quelques années. Il y a les Portugais aussi qu'on appelait comme ça. Le petit Brésil. Le petit Brésil. mais je pense quand même qu'on aime bien comprendre les choses. C'est-à-dire que quand il se passe ce qui se passe en 2022, que pendant 80 minutes on joue pas et que Mbappé se réveille et qu'on arrive en prolongation, on peut pas juste dire on est arrivé au tir au but. Enfin, on a fait jeu égal avec l'Argentine, ça s'est joué en détail. Ben non, ça s'est pas joué en détail. On a pris une leçon pendant 80 minutes et on aimerait bien comprendre pourquoi on arrive en finale et tout le monde est à la ramasse comme ça pendant 80 minutes et Deschamps ne répond pas à ça. Et je pense que ça coupe aussi Deschamps des supporters. Et surtout qui sort très rapidement dans la finale quand on est complètement explosé, 2 des tauliers de l'équipe qui étaient Giroud et Griezmann quand même. Bien sûr. Faut le rappeler. Non, mais ça va au-delà de ça. Je dirais même que c'est l'avenir de Deschamps, c'est Diallo qui l'écrit, donc le nouveau patron de la Fédé. Et visiblement, il y a là un attentisme. On n'est pas prêt du tout à faire bouger les lignes. Il ira au bout de son contrat. Enfin, vous voyez, c'est très. Oui, mais ça, moi, j'ai une vraie question autour de ça. Aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage auprès des Français, fans de l'équipe de France, qui souhaitez-vous avoir comme sélectionneur ? On pense que c'est Zidane qui sort largement premier. Donc là, je me dis, moi, je suis candidat pour être président de la fédération. Qu'est-ce que je fais ? Même en termes de démagogie, je dis pas que je le pense fondamentalement. Ben, je promets, moi, président, pour pas citer quelqu'un d'autre, moi, président, je mets Zidane sélectionneur. Et en fait, on a l'impression que la position attentiste qui veulent tout savoir pour surtout pas prendre de risques et surtout flatter même les supporters, c'est Deschamps. Et ça, j'avoue que ce calcul-là, je le comprends pas. Même de la part de Philippe Diallo. Alors, on va parler maintenant des chantiers parce qu'il y a quand même de grands chantiers sur l'équipe de France. On va commencer par la base d'une équipe, c'est la défense. Pour toi, c'est quoi, Guy, le principal chantier dans la défense ? Ou alors, s'il faut rien toucher en défense, tu dis, pour moi, il n'y a rien à redire, mais ça m'étonnerait un peu. Bon, on a un gardien, c'est indiscutable. Je dis on comme si c'était moi le boss. Donc non, l'équipe de France a un gardien, un bon gardien de niveau mondial, il n'y a rien à dire. Sur le reste, sur les latéraux, Koundé s'est révélé. Il semblait qu'il aimait pas beaucoup être la personne, aimait être latéral. Pavard aimait pas ça, enfin voilà. Mais Pavard, du coup, on dit t'aimes pas être latéral, t'y es plus. Et donc c'est Koundé qui fait de bons matchs et qui se révèle et qui semble lui-même surpris, et en tout cas qui s'impose. Là, il est pour moi dans le top mondial des latéraux gauche. Je peux répondre, j'attends qu'il ait fini ça. Parce que là, je boue là, intérieurement. Alors, à gauche, je te finis on finit les latéraux avant d'arriver au centre. À gauche, il y a un réel problème. Là, Théo n'y est pas, voilà. Et on revient à Digne. Ce qui est incroyable que Digne soit rappelé en équipe de France. Ouais, et il fait le boulot. Il fait le boulot comme un bon joueur de club. Voilà, mais c'est pas non plus le Théo Hernandez des Coupes du Monde, etc. Et vas-y, je te laisse sur les latéraux alors. Alors, oui, Digne qui est le seul joueur qui ne joue jamais les compétitions, c'est l'homme des matchs amicaux et des Ligues des Nations. C'est magnifique. Non, pour moi, on est d'accord sur Mike Maignan. Jules Koundé, c'est vraiment un mystère. C'est-à-dire que je regarde beaucoup le Barça parce que c'est un club pour qui j'ai beaucoup d'affection. Un club comme le Barça, avec l'identité de jeu qu'il a, sa culture des latéraux, mettre Koundé défenseur droit, pour moi c'est totalement lunaire. Et on a une pénurie quasiment depuis Sagnol, si on remonte, parce que Sagna, pour moi, c'était déjà pas grandiose. Ça fait quasiment 15 ans, pour moi, qu'on a une pénurie sur le couloir droit. Et je trouve que Koundé... Alors, on peut le prendre... Pavard avait fait une bonne Coupe du Monde 2018. Oui, Pavard, hormis son but sublime contre l'Argentine, il avait fait le taf quand même. C'est un mois, c'est un mois dans une vie, une Coupe du Monde. Dans un mois, il y a un but dans un mois, quoi. Parce que moi, je suis pas du tout, mais absolument pas convaincu par Koundé. Je suis pas plus convaincu par Jonathan Klaus. Donc, après, on peut se dire... on peut se dire faute de mieux, on met Koundé, mais pour moi, c'est vraiment faute de mieux. Donc, c'est pas un choix. Je pensais comme toi, mais je trouve qu'il s'est révélé, là. Il a l'air d'y prendre du plaisir, et pourquoi pas. Et on a vu des évolutions comme ça de postes qui étaient dues à des opportunités au départ. C'était pas le goût du joueur, et c'est ce qui semble se produire avec Koundé qui semble prendre du plaisir en plus. Par contre, on parlait des conclusions qu'on pouvait tirer d'Didier Deschamps sur ce qu'il y a eu. Je pense qu'il a très peur, et selon moi, pour le coup, à juste titre, dans une défense à 4, de mettre Jonathan Klaus et Théo Hernandez, qui sont plus des pistons que des défenseurs, que des latéraux. Je pense qu'il se dit, oula, c'est beaucoup plus sécure de mettre Koundé à droite et mettons un Ferland Mendy ou un Lucas Digne ou un défenseur gauche plus bas.
Pour avoir une vraie ligne de 4 comme il y avait à la Coupe du Monde 2018 d'ailleurs, où il mettait Lucas Hernandez et Pavard qui sont centraux sur les côtés. Et je pense que dans la logique de Deschamps, il mettra beaucoup plus. C'était Titi, Varane centraux. Exactement. Et pour la défense centrale, Upamecano, Saliba, je pense que ça s'est dessiné pendant la. Tu penses que Upamecano, Saliba, c'est indiscutable? C'est au niveau mondial, oui, bien sûr. Attention aux blessures pour Upamecano, mais s'ils sont en forme, les deux sont ce que fait Saliba en ce moment, c'est vraiment. Donc là, pour très très haut niveau. Pour la charnière centrale, la messe est dite. Oui, a priori, après il y a tout le reste, les blessures. C'est un vrai sujet, les latéraux c'est un vrai sujet parce qu'en fonction du dispositif, sur une défense à 4, moi j'adore Théo Hernandez, mais surtout pas en latéral gauche dans une défense à 4 parce qu'il défend pas en fait. Donc, écoutez, si vous voulez qu'on passe au milieu, mais il faut bien vivre, alors on va faire une page de pub et on se retrouve dans quelques instants. Ce sera la loi du milieu, tiens. Oui, tu voulais dire un mot, Guy? Non, juste, le milieu on l'a déjà évoqué tout à l'heure un petit peu, mais on va revenir un peu plus et après on va parler de l'attaque. Voilà. Allez, c'est parti. Sud Radio. Parlons vrai. Avec nos amis Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Alors, on donne un résultat. Les Bleuets ont gagné 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine avec des buts d'Akliouche et de Ekitike. C'est bien. Justement, on se demandait qui serait la génération suivante. Là, on peut avoir des noms. On parlait du vivier de l'avenir. Voilà. Peut-être que c'est une part de l'avenir qui est déjà devant nous. Alors on a parlé de France Espoir qui passe première de son groupe d'éliminatoires pour l'Euro. Pour l'Euro, exactement. Absolument, pour l'Euro Espoir. Merci Max. Alors on continue avec le milieu de terrain, on l'a un peu effleuré. Est-ce que c'est un gros chantier le milieu de terrain, Emmanuel ? Surtout dans le modèle de jeu d'échange, je pense que c'est le point d'équilibre de tout collectif, mais particulièrement dans celui de Didier Deschamps. Et ce qui serait intéressant, c'est même de se dire, allez, on est optimiste, on a tout le monde qui est là, Rabiot a retrouvé un club, Tchouaméni, Camavinga sont en forme. Est-ce que Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, c'est un grand milieu de terrain ? Je suis pas convaincu. Non, mais quand je vois les performances pas grand, mais bon. Il y a mieux. Il y a 4-5 nations qui ont mieux au milieu. Parce que nous, je reviens toujours à la même chose, en fait. C'est qu'on parle de creux générationnel. Est-ce qu'on voit pas trop beau, trop vite les joueurs qu'on a à 19, 20 ans, on les met sur un piédestal. Aujourd'hui, les grands clubs, Camavinga, il arrive à 19, 20 ans, au Real, Tchouaméni, quasiment dans les mêmes. Aujourd'hui, le foot est tellement devenu business, on peut trouver ça bien ou pas bien, qu'on achète les joueurs de plus en plus jeunes et que de fait, le club dans lequel ils signent les crédibilise et en font des grands joueurs, avant même qu'ils aient le temps de devenir des grands joueurs. Oui, même s'ils s'en vont pas, regarde Zahir Emery au PSG. Et c'est terrible d'ailleurs, lui aussi, ce qui se passe avec lui depuis 6 mois, il est redescendu à un plancher, dont il a du mal à se sortir. Il va falloir qu'il se remette en cause. Même si tu fais le bilan Zahir Emery, il y a plus de moments où il a été en bas qu'en haut, sur sa courte carrière, je veux dire. Donc gros chantier au milieu. Gros chantier au milieu. Juste un mot, puisqu'on parlait des espoirs tout à l'heure. Je vais vous donner des noms de l'équipe de France qui a joué. On va voir s'il y a des remplaçants, des futurs. Non, mais s'il y a là-dedans des noms. Et justement, on revient à ce que disait Emmanuel. Les latéraux, c'est Merlin. Voilà quoi. Il est pas mal. Moi, j'aime bien quand. Oui, mais enfin, il a son charme. Bon, il est encore il est jeune. Oui, il centre bien. Ça. Mais voilà, on a Matsima, Lubeka en défense. Au milieu, on a Agoumé, le petit Le Penant de ex-Lyon, Caen, etc., qui me semblait prometteur, comme Zahir Emery. Souvenez-vous de ses débuts à Lyon. Et là, maintenant, et Millau. Voilà le milieu de terrain. Qui a fait un très bon Euro. Qui a fait un très bon Euro. Et en attaque... des très bons Jeux Olympiques, pardon, excusez-moi. Et en attaque, voilà le retour d'Ekitike. Voilà. Et d'aucuns prétendent. Qui n'a pas vraiment percé au PSG, d'ailleurs. Qui n'a pas percé au PSG, c'était terrible. Donc il a eu sa percée à Reims. Il est acheté par le PSG, il est détruit, il s'en va en Allemagne et il flambe. Ça fait 1 an qu'il est dans les meilleurs. Il a des statistiques étonnantes et en équipe de France espoir, là, il vient de marquer et tout le monde dit qu'il est en train de se révéler comme dans un poste à la Giroud, enfin dans un jeu à la Giroud. Là, on tient peut-être un successeur. Et je sais que peut-être Emmanuel fait partie de ceux qui ont été tellement déçus par lui après les espoirs rémois quand il est venu au PSG, qu'il en doute. Et moi j'ai confiance. Je l'ai vu faire des gestes, des choses qui me laissent penser que c'est un grand joueur. Est-ce que le principal chantier c'est pas l'attaque ? Parce que hormis Mbappé, on a quand même des attaquants qui marquent pas beaucoup de buts. Je crois que Thuram, c'est 27 sélections, 2 buts. Une trentaine de sélections pour Kolo Muani, 7 buts, je crois. On continue, Dembélé se crée beaucoup d'occasions, mais il marque peu. Est-ce que c'est pas le gros chantier, l'attaque, pour cette équipe de France ? Sauf si jamais
Guy se trompait et que Mbappé renaisse de ses cendres et revienne à marquer 2 buts par match. Je pense surtout qu'il faut arrêter de penser que par le prisme Mbappé et qu'il faut arrêter d'être dépendant de la bonne forme ou pas d'Mbappé, et il faut réfléchir à, c'est même pas des plans B, c'est une connexion, à une animation offensive qui ne tourne pas qu'autour de Mbappé, déjà pour être moins prévisible auprès des adversaires et aussi pour créer plus de danger. Dembélé, je trouve ça fascinant, c'est que le but qu'il met, en fait, Dembélé, il est sublime, hein. Il est sublime, mais Dembélé, c'est l'éternelle promesse. C'est-à-dire, quand il tire, il y a plus les supporters derrière le but qui se préparent à arrêter le ballon que le gardien. C'est vrai. On arrive à un moment oiseaux qui s'envolent. Non, mais c'est quand il ferme les yeux, ça rentre. Non, mais Dembélé, j'ai rien contre lui, mais on peut pas, en fait, en efficacité, on peut pas compter sur Dembélé. Mais là, tu peux te dire qu'il peut progresser quand même. Merde, même s'il a 20... ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Guy. Mais enfin, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un chantier, l'attaque, quand t'as du Barcola, quand t'as du Dembélé, regarde l'Euro. Un problème, c'est Thuram. Mais pourquoi Deschamps s'entête-t-il à le faire jouer à gauche? Le mec joue avant-centre dans son club. Pourquoi il s'entête à le sélectionner? Moi, je vais être plus simple. C'est terrible, parce que c'est pas un match où il est pas dans le coup. C'est systématique. La réponse est dans le nom. Pourquoi il s'entête à le sélectionner? Bon, parce qu'il a joué avec son père. Non, mais parlons vrai. Hein. Mais c'est vrai. Non, tu as dit. On n'est pas là quand même. Non, mais on rigole, bien sûr. Pour l'Euro. Alain Bogossian est en train d'appeler Didier Deschamps pour placer son fils. Pour l'Euro, une chose importante quand même, ce que tu dis, c'est vrai. Mais oui. On marque un seul but sur une phase de jeu, c'est en demi-finale contre l'Espagne. Avant, c'est un CSC contre l'Autriche, un penalty contre la Pologne, un but contre son camp, contre la Belgique. On ne marque pas un but sur une phase dynamique. Surtout, est-ce que ça pose pas de question sur le chantier de l'attaque? Ça pose question, et tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on est dans la continuité de l'Euro? En fait, c'est pas compliqué. On fait un Euro catastrophique offensivement. Tu regardes les joueurs qui ont été sélectionnés pendant l'Euro, tu regardes ceux qui sont là, de fait, on est dans la continuité. Et là, Deschamps bricole un peu derrière. Enfin, pour moi, le chantier, il est pas derrière. On a vu derrière, on a été super solide et c'est la seule chose sur laquelle on a pu se reposer pendant l'Euro. Sauf contre l'Italie, où on n'a vraiment pas été bon derrière. Oui, sauf que là, il fait un test, il met Konaté qui est en reprise. Voilà, c'est pour ça que je dis, il tente un bricolage derrière, alors que c'est à peu près la seule certitude qu'on peut avoir aujourd'hui. Et devant, où il faut aujourd'hui, tenter des choses. On parlait, tu donnais moi, Akliouche, j'aime beaucoup Akliouche. Akliouche, c'est un joueur pour moi provocateur, il a 21 ans, mais qui a une vraie patte, qui a une vraie finesse, qui est un créatif. Pourquoi ne pas tenter Akliouche maintenant? Pourquoi attendre en fait? Qu'est-ce qu'on attend d'un Kolo Muani aujourd'hui? On sait ce qu'il peut faire. Donc pour moi, pas suffisamment pour être international, et on sait surtout ce qu'il peut pas faire. C'est pas un vrai neuf, et c'est un ailier droit acceptable, mais dans l'esprit de Deschamps, c'est Dembélé l'ailier droit. Donc en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il recherche? Parce que si on parle du principe qu'un entraîneur ou un sélectionneur, il tente des expériences, il crée des schémas et des connexions. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un Thuram et d'un Kolo Muani concrètement? Pourquoi on les sélectionne et quelle réponse on attend? Et d'un Dembélé, tu peux ajouter aussi. Mais Dembélé, t'as raison de l'ajouter, Dembélé, mais pour moi Dembélé, parce qu'en efficacité, c'est pas bon. Je suis totalement d'accord, mais aujourd'hui l'alternative à Dembélé dans l'esprit de Deschamps, c'est Coman qui est tout le temps blessé, qui est plus proche de l'Arabie Saoudite que d'être là à la Coupe du Monde 2026. Donc en fait Dembélé, c'est triste, c'est une fois de plus très triste à dire, mais ça en dit long sur la situation actuelle. Dembélé par rapport à un Kolo Muani ou un Thuram, c'est une valeur sûre. Ah oui, je suis d'accord avec ça, mais enfin il y a quand même il y a des joueurs qui arrivent derrière, il y a Doué, il y a Tel, dans les espoirs, il y a des gamins, moi je pense en attaque qui vont arriver. T'as raison Guy, mais là il faut pas tomber dans le piège, et c'est déjà un peu ce qu'a commencé à faire Deschamps, c'est de vouloir attendre de ces joueurs d'être sauvés, qui sauvent l'équipe et qui arrivent parce que les cadres ne sont plus là. Tu peux pas demander à un gars qui a 19, 20, 21 ans, qui a à peine une expérience Ligue des Champions, à peine une expérience européenne, d'arriver en équipe de France, et c'est une pression d'arriver en équipe de France avec les joueurs qu'il y a, d'arriver en équipe de France, de faire la différence et de porter l'équipe de France. Il y a 2, 3, 4 ans d'acclimatation, de statut, tu commences, tu te fais petit. C'était le cas de Mbappé. Mais c'est pas tous d'Mbappé. Doué, j'adore les joueurs comme Doué, tout ça, mais il faut leur laisser déjà à Paris, il va avoir le temps. Même Barcola. Il va être dans l'ordre de Barcola, ça va être pas mal à Paris, et je pense qu'en équipe de France, il faut être dans la même logique et laisser le temps d'installer les joueurs et pas leur mettre une surpression pour pas les griller. Est-ce que Barcola, c'est pas le plus grand espoir français en termes d'attaque? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est indiscutable. Totalement. Totalement. Je pense également, là je suis entièrement d'accord avec vous, je pense que c'est le plus grand espoir. D'ailleurs, contre l'Italie, c'était lui qui a quand même mis un but, et ça a été quand même le meilleur sur le terrain, je pense, globalement. Ah oui, bien sûr. Sur les 20 premières minutes, après, il y a plus personne. Après, il y a plus personne, c'est clair. Quand on voit la Ligue des Nations, le groupe de la France, il y a l'Italie, on perd, mais elle bat difficilement 2-1 Israël hier, sur terrain neutre en plus. Il y a la Belgique, qui à mon avis est vraiment en fin de cycle. Est-ce que on va revenir toujours sur un malentendu, ça peut marcher,
est-ce qu'on ne risque pas de finir quand même, au bon sens du terme, de finir premier de poule en surprenant? On peut bien aller gagner en Italie, bien aller gagner en Belgique et faire 2 victoires contre Israël. C'est ça, c'est ça le foot, c'est-à-dire que cette Italie qu'on pensait sûre d'elle-même, à un niveau vraiment. Que moi je l'ai trouvé pas très bonne contre nous, je l'ai trouvé nullissime, mais quand même. Si, c'était surprenant pour les, moi aussi, mais par rapport à ce qu'elle était ces derniers temps, on disait tiens, ils ont trouvé quelque chose. On leur a aussi laissé l'opportunité de renaître. C'est vrai. Et là, et puis surtout d'analyser notre jeu et de nous mettre complètement à la rue avec des changements d'aile, etc. Mais le match qu'ils ont fait hier contre Israël, c'était pas du tout une équipe dominante sur d'aile, etc. On a retrouvé une Italie banale. Donc voilà, effectivement, vous avez raison. Du coup, tout est jouable. C'est plus notre faiblesse défensive qui a fait gagner l'Italie que le jeu d'Italie en soi. Hein. Je pense. Je suis d'accord. Et moi, je veux même aller plus loin dans ta projection optimiste, Philippe. Je pense qu'on peut même aller gagner. On va gagner la Ligue des Nations. Non, mais sait-on jamais, mais on peut même aller gagner en Italie. Ah, mais c'est ce que je dis. Pourquoi je pense qu'on peut battre la Belgique 2 fois, on peut battre Israël, une deuxième fois, l'Israël 2 fois. Alors, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais aujourd'hui, ce groupe, on peut pas dire qu'il y a un ogre dans ce groupe. C'est plus une question d'état de forme ou autre. Et c'est, alors, probable, je sais pas, mais possible même qu'on aille gagner en Italie, donc qu'on finisse premier, ce qui garantit pas une grande Coupe du Monde de 2026 pour autant. On espère quand même finir dans les premiers pour après être dans le... De toute façon, maintenant, la Ligue des Nations a fait sa révolution. Les 2 premiers passent en phase finale. Pour jouer un quart de finale en mars, puis le Final Four en juin. Parce qu'il n'y a pas assez de matchs dans une saison, il faut en rajouter. Vu le niveau de la Belgique, il y a vraiment de l'espoir de finir les 2 premiers avec l'Italie. Ah, bien sûr. Mais je crois que le quart de finale, c'est premier contre deuxième, donc parfois, il vaut mieux être premier pour jouer une équipe un peu moins forte dans une autre poule. Mais c'est bien, tu vois, en parlant une heure comme ça, là, on arrive à être optimiste à la fin, c'est quand même beau, ça. On était au bout du rouleau au début, tu vois. Le nouveau slogan des vrais voix du foot, c'est bon pour le moral. Alors, on va finir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Guy. Vincent Labrune, réélu pour 4 ans à la tête de la Ligue nationale de football, avec 14 voix contre 2 pour Cyril Linette et 2 abstentions. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Écoute, je suis pas un grand connaisseur des affaires de la Ligue et je ne sais pas si tu me demandes personnellement ce que je pense de Labrune. Je peux faire qu'un constat, c'est-à-dire que toute l'affaire des droits, etc. Et il semble que ça n'a pas été mené de main de maître, mais et tout le monde, il y a eu un engouement pour Cyril Linette, qui est un garçon que j'ai eu l'occasion de croiser et qui est en tout cas quelqu'un de sain, d'honnête, semble-t-il, et qui représentait un peu, c'était un peu d'air frais, pour la Ligue, pour ces vieux par-dessus, là, ça sentait un peu un peu la mythe des, et voilà. Et donc, j'ai appelé Cyril Linette au pif, et je suis tombé sur lui. Il voulait pas faire de déclaration, il est sorti. Je rappelle que Labrune a été élu par 14 voix contre 2. Cyril Linette, à sa sortie, a fait une déclaration à l'AFP disant qu'il en ferait pas plus. On veut savoir. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il m'a dit, voilà, j'ai été étonné par ce score, m'a dit Cyril Linette. J'ai exposé mon projet. Ils avaient vraiment l'air de m'écouter, pas comme quand on fait semblant et qu'on se fait chier, comme tu fais en ce moment avec moi. Et j'étais convaincu que si c'était pas la moitié, mais au moins un grand pourcentage de ce groupe voterait pour moi. Quand j'ai vu le résultat, dit Cyril Linette, 14-2, j'ai compris qu'ils étaient tenus par autre chose. Qu'autre chose les liait contre ma candidature, je ne sais pas quoi. Il n'a pas sous-entendu magouille, etc. Il n'a pas été malsain, mais voilà ce qu'il m'a dit. Eh bien, il faut savoir que les clubs de Ligue 2 ont voté en majorité pour Cyril Linette. Absolument, les clubs de Ligue 2 ont voté majoritairement pour Cyril Linette. Merci beaucoup les amis, merci Guy Carlier, merci Emmanuel Galasso, merci Maxime. On se retrouve mardi prochain, 20h, 21h pour les vrais voix du foot. Là, ce sera la reprise de la Ligue des Champions, a priori, donc il y aura beaucoup de choses à dire sur la nouvelle formule qui, à mon avis, est abracadabrantesque. Merci les amis, tout de suite, Jacques Pessis, les clés d'une vie, et on se retrouve demain, 17h pour les vrais voix avec Cécile de Ménibus.